Donc, on va se poser beaucoup de questions par rapport à ce thème. Et en l'occurrence, on attend de vous que vous nous posiez des questions pour toutes les personnes qui rencontrent des difficultés concernant le logement. N'hésitez pas, parce que ce soir, sur notre plateau, nous avons avec nous Maître Cassie. Bonsoir. Bonsoir Aurélie. Ça va bien? Oui, bien, merci. En tout cas, merci de nous faire part de ta présence sur ce plateau pour permettre à toutes les personnes qui nous regardent ce soir de pouvoir bénéficier de ton expérience par rapport au logement pour essayer d'avoir des éléments de réponse. C'est un plaisir pour moi d'apporter ma contribution à cette œuvre. Amen. Et on a aussi avec nous donc Chancelvi ce soir. Bonsoir. Qui travaille au pain quotidien et qui travaille plus particulièrement dans la permanence juridique. Exactement. Donc voilà. Et donc ensemble, ce soir, on va se poser des questions sur le logement, sur le droit au logement et essayer d'y répondre, du moins de répondre aux questions que vous vous posez et auxquelles peut-être vous n'avez pas de réponse. Et en particulier, mais profitez-en parce que sur le plateau, on a des personnes qui s'y connaissent dans le juridique, je devrais dire, et qui pourraient vraiment apporter un plus aux recherches que vous faites ou aux démarches que vous faites actuellement. Donc, tout au long de l'émission, n'hésitez pas à nous appeler au 01 64 98 90 45. Je répète, 01 64 98 90 45. Donc voilà. Alors, avant de commencer, nous allons bien remettre ce moment dans la présence du Seigneur, priant, espérant que chacun ici pourra recevoir sa part par rapport à l'œuvre qu'il veut faire ce soir. Et puis ensuite, nous allons enchaîner sur le programme. Seigneur éternel, mon Dieu, nous bénissons ton nom pour ta présence et pour l'opportunité que tu nous donnes, Seigneur, de pouvoir, Père, mon Dieu, ensemble, essayer d'apporter des réponses, Père, mon Dieu, à ceux qui se posent des questions et qui ont besoin, Seigneur, d'être guidés, aiguillés, Seigneur, d'une certaine façon. Père éternel, je prie que tu nous enseignes aussi, que tu nous parles, Seigneur, au travers, mon Dieu, mon roi, des différents cas qui pourront être, Seigneur, abordés, que nous puissions ensemble, Seigneur, Père, mon Dieu, mon roi, apprendre encore de toi, Seigneur, Père, au travers de ces moments. Que ton nom soit béni pour tout ce que tu fais. Amen. Donc voilà. Alors, pour commencer, nous allons prendre un passage dans Proverbe 31, du verset 8 au verset 9. La Bible nous dit « Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. » Si ce passage m'est venu, c'est dans le sens où l'émission que vous regardez s'appelle « Être une voix pour les sans-voix » et est sortie, je dirais, directement de ce passage. Et ce que nous voulons en fait faire ce soir, c'est exactement ça. C'est permettre à ceux qui peut-être... tout seuls dans leur coin, ont beau parler ou essayer de mettre en œuvre des choses et n'y arrivent pas, d'avoir ce soir un moyen de pouvoir peut-être aller au-delà de là où ils sont arrivés pour l'instant, au travers donc des réponses qu'ils pourront peut-être avoir en appelant ce soir et aussi au travers de ce dont nous allons, de ce que nous allons partager ce soir ensemble par rapport au constat que nous faisons sur l'accessibilité au logement en France ou sur les différents problèmes que l'on rencontre par rapport au logement en France. Donc voilà. Et bien pour commencer, ensemble, nous avons fait quelques petites recherches pour pouvoir bien parler de ce thème et pour savoir finalement le logement en France, on dit que c'est un droit, d'où est-ce que ça vient, pourquoi est-ce qu'on dit ça et quel est le constat que l'on fait actuellement. Alors, le logement, il faut savoir qu'en France, comme dans beaucoup de pays européens, il est considéré comme un droit, puisqu'il fait partie de nombreux textes institutionnels, en particulier un texte qui s'appelle le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Et ce pacte, en fait, institue le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisant, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Et ici, ce pacte, en fait, stipule que les États qui ont signé ce pacte, dont la France et beaucoup de pays européens, s'engagent à faire respecter ce droit-là. Donc, on voit ici qu'au niveau international, et même en France tout court, le logement est considéré comme
un droit, puisque c'est, je dirais, quelque chose d'essentiel pour nous. Vous serez d'accord avec moi, Maître Cassie? Oui, tout à fait. Alors, on peut dire effectivement que le logement en France, c'est un droit, puisqu'il découle des différents tests internationaux qui ont été ratifiés par la France. Et surtout parce qu'au niveau même de la France, on a le préambule de la Constitution de 1946 qui précise en fait la notion qui a été rappelée de manière dans les tests internationaux, qui sont donc notamment l'article 10 de cette constitution-là, du préambule, qui nous dit « La nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ». C'est vrai que ce n'est pas tout à fait détaillé, mais les conditions nécessaires au développement d'une personne ou d'une famille comportent nécessairement ce droit-là à être logé. C'est une sécurité, c'est important, c'est un test qui a une valeur constitutionnelle. Alors donc, c'est le test de base en la matière en France. Il faut dire également que c'est vrai qu'on a ce test-là qui donne à toutes les personnes d'avoir accès, de pouvoir se loger, mais ce qu'on constate, c'est que ce droit, en fait, a évolué au fil des années en France. Dans un premier temps, on a certes un droit qui est reconnu, qui a une valeur constitutionnelle, mais pour lequel l'absence d'accès au logement n'est pas juridiquement sanctionnée. Ce qui signifie que, certes, l'État considère que toute personne a droit au logement, mais rien n'est fait lorsque des personnes se retrouvent sans logement. Alors, on a une évolution législative en la matière. Donc, les pouvoirs publics essaient, avec l'aide d'associations et de personnes qui ont à cœur ce sujet. Donc, on a une évolution législative qui permet au fur et à mesure à la manifestation, à la matérialisation au niveau des lois de ce droit au logement. Alors, on va pas refaire toutes les lois concernant ce droit au logement, mais en réalité, on se retrouve au fil du temps, bon, il y a eu l'évolution, et à partir de 2005, le langage en la matière va changer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'État était conscient de ce droit au logement, mais l'État estimait simplement avoir ce qu'on appelle en droit une obligation de moyens. C'est-à-dire que l'État met tout en œuvre pour permettre l'accès au logement, donc par la construction de logements, notamment logements sociaux. L'État aide des particuliers à accéder au logement, c'est-à-dire des particuliers propriétaires, afin de mettre en location. L'État met en œuvre pas mal de dispositifs, mais c'est seulement une obligation de moyens, c'est-à-dire qu'en réalité, l'État met tout en œuvre, mais elle ne promet pas obligatoirement d'obtenir un résultat. Donc, on part d'une obligation de moyens. De moyens et non de résultats. Voilà. Au départ, on est avec cette obligation de moyens. Et donc, avec l'évolution législative, l'État, on retient toujours qu'on est en matière d'un droit qui a une valeur constitutionnelle, c'est-à-dire qui est reconnu par l'État. L'État s'engage donc à mettre en œuvre des moyens. Donc l'État était au départ avec cette obligation, juste obligation de moyens. Mais les luttes d'associations, de personnes sensibles au sujet vont amener l'État à quitter le domaine de l'obligation de moyens et à prendre les choses un peu plus en main, on va dire, et à obtenir ce qu'on a aujourd'hui en réalité en matière de logements sociaux, par exemple. On est à l'obligation des résultats. Alors, la différence entre l'obligation de moyens et de résultats, c'est que aujourd'hui, avec ce qu'on appelle depuis 2007, la loi du 3 mars 2007, on a l'apparition en fait
d'un droit au logement, mais on ajoute opposable. C'est un droit au logement, certes, mais il est opposable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que lorsqu'on est reconnu prioritaire, c'est-à-dire qu'on remplit certaines conditions pour obtenir un logement, alors l'État donc s'engage à fournir ce logement à la personne qui a été reconnue prioritaire. Alors donc depuis 2007, lorsqu'on est reconnu prioritaire au titre du droit au logement opposable, le mot est très important parce que c'est un peu la différence avec ce on pouvait appeler simplement le droit au logement. Ce droit opposable nous permet à la personne qui a été reconnue prioritaire, lorsqu'elle n'est pas relogée, d'introduire une action devant la juridiction administrative pour faire reconnaître son droit et surtout pour que, in fine, l'État soit sanctionné à la reloger. Okay. Donc, on a aujourd'hui une obligation de résultat. C'est la loi Dallot dont on entend beaucoup parler. Voilà, c'est la loi Dallot. Donc, la loi Dallot aujourd'hui permet à une personne de revendiquer ce droit-là auprès de l'État et surtout de pouvoir ester en justice contre l'État afin d'être relogé. Donc, je pense que c'est très intéressant dans la mesure où, effectivement, dans la pratique, même si les délais sont encore assez longs, beaucoup de personnes finissent par obtenir gain de cause au titre de ce droit, justement parce qu'il est opposable à l'État. D'accord. Donc, effectivement, ce que tu dis est important dans le sens où on se rend compte que l'attente pour un droit, pour obtenir un logement, souvent social, puisque tant qu'on a de l'argent, je dirais, tout est facile. Hein, quand on a les moyens d'avoir un logement directement dans le privé, même si le loyer est très élevé, c'est pas le problème. Là, effectivement, ça concerne donc des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir payer un loyer qui souvent, malheureusement, est très élevé dans le privé et qui, malheureusement aussi, je veux dire, augmente de façon très nette. D'autant plus qu'on se rend compte, en France en particulier, parmi les pays européens, c'est l'un des pays dont les loyers augmentent le plus rapidement, dans le privé en particulier. Et ça, donc, ça met, je dirais, beaucoup de Français dans une situation très difficile. On se rend compte, par exemple, en 2013, et cette étude a été relatée dans l'Observatoire des inégalités en France, qu'on compte en nombre de personnes non ou très mal logées, 3 642 177 personnes. C'est vraiment énorme. Et parmi ces personnes, on va parler aussi d'enfants, je dirais, qui vivent dans des conditions très, très difficiles. Il y a des personnes qui sont sans domicile fixe, parmi elles, d'autres qui ont comme résidence principale une chambre d'hôtel, d'autres qui ont des habitats de fortune, c'est-à-dire des cabanes ou des personnes qui vivent dans des campings. Et il y a encore d'autres personnes donc, qui vivent chez des tiers. Et ça, il y a énormément de personnes qui sont dans ce cas-là. Il y en a plus de 400 000 qui vivent donc chez des personnes qu'elles connaissent. Et dans des conditions très difficiles. Vous imaginez un couple avec des enfants, par exemple, qui doit vivre avec un autre couple dans une maison qui, normalement, n'est constituée que pour un seul couple. C'est difficile. On se rend compte que même pour le développement des enfants, pour le développement d'une vie de famille, tout simplement normale, ça peut effectivement devenir assez compliqué. Et on parle aussi de mal logement en France, du fait que certaines personnes, dans leur façon d'être logées, n'aient soit pas de confort, sont parfois aussi en surpeuplement. Est-ce que c'est des cas que vous rencontrez souvent? Oui, merci Aurélie. Effectivement, il faut dire que en la matière, il y a 3 600 000 personnes qui sont victimes de mal logement. Alors, c'est des cas, on va dire que la
la majorité, il y a la majorité des personnes qui rencontrent des problèmes de logement sont en réalité, ce sont en réalité des problèmes de mal logement. Alors, je pense que c'est un thème qui regroupe un certain nombre de situations et toutes les situations en fait ne font pas appel au même traitement. Voilà. Donc, ces thèmes, en fait, ils regroupent des personnes qui peuvent être logées dans ce qu'on appelle un logement indigne. C'est quoi un logement indigne? Alors, c'est carrément, on a tout de suite, on est bien en train de parler du droit au logement. Alors, celui qui se retrouve dans un logement indigne, c'est carrément par rapport à la dignité humaine. C'est-à-dire qu'on est dans un logement, mais très dangereux pour sa vie, on va dire. Alors, donc, qui va carrément dénier, en fait, ce droit au logement. Parce que, un exemple pourrait être des personnes qui se retrouvent logées dans un logement qui ne comporte aucun sanitaire, ou qui sont dans un hôtel menaçant, un logement carrément, un immeuble menaçant ruine. C'est-à-dire que c'est vraiment des cas où la vie est vraiment exposée. Je rencontre effectivement ce genre de situation dans la gestion des dossiers. Et ce qu'il faut dire, c'est que les propriétaires là, en général, ces cas-là sont rencontrés dans le domaine privé, dans la mesure où dans les logements sociaux, c'est vrai qu'il peut arriver, il peut avoir des soucis dans le logement, mais étant donné que le bailleur social, hein, il est en rapport avec voilà, les pouvoirs publics, et il sait exactement c'est qu'il ne faut pas laisser, c'est-à-dire l'État, il sait exactement l'État les caractéristiques que doivent remplir le logement qu'il offre en fait aux locataires. Donc très souvent, c'est vraiment dans le logement privé, dans les logements privés, qu'on rencontre ces cas-là. Alors, c'est exactement ce qu'on appelle les marchands de sommeil. Donc, on a des propriétaires, par exemple, qui voient bien que l'immeuble entier, par exemple, est menace ruine, mais qui se permettent de loger, c'est-à-dire de mettre le bien en location et de percevoir des loyers et surtout de ne pas s'intéresser aux travaux qu'il faut exécuter afin d'éradiquer le problème. Alors, ce genre de propriétaires, en fait, sont carrément, ces genres de traitements sont passibles de peine pénale. Hein. Et donc, l'État, dans ces cas-là, se saisit de l'affaire et donc le propriétaire peut même être interdit de louer son bien. Parce qu'en effet, c'est une obligation pour un propriétaire qui veut mettre en location son bien d'assurer une jouissance paisible du logement. C'est-à-dire que paisible, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est qu'on n'est pas censé avoir des problèmes de sanitaire, par exemple, ou des problèmes au niveau de la dignité humaine, de savoir où est-ce qu'on va pouvoir faire à manger dans la maison parce que tout tombe en ruine, on ne sait même pas où est-ce qu'on va mettre une table parce qu'on a peur qu'elle troue le plancher. Enfin, ce genre de choses, quoi. Et c'est une obligation, d'où le fait que quelqu'un qui ne remplisse pas, enfin, qui ne réponde pas à ces obligations-là soit passible d'une sanction pénale. Oui, mais il faut dire que vraiment, c'est vraiment un logement. Quand on parle de logement indigne, ça va carrément à l'encontre de la dignité humaine. Alors, il y a également le cas des logements qui peuvent simplement être insalubres. Alors, un logement insalubre, il faut dire que c'est un logement, mais en matière de dangerosité, on va dire, n'est pas indigne. C'est un logement dans lequel il y a des travaux à effectuer et des travaux notamment du plomb, du saturnisme, des travaux, des problèmes d'humidité, des problèmes de fissures dans les plafonds. Alors,
en fonction, quand un locataire se retrouve avec ce genre de situation, de soucis, et surtout lorsqu'on a des enfants, parce que quand on parle d'humidité, quand on parle de plomb, alors il faut faire très attention parce que les enfants, pour même les grandes personnes, hein, c'est-à-dire que quand un locataire se retrouve dans ce genre de situation, il faut faire signaler le problème au niveau des services techniques de la mairie, qui, une fois interpellés, vont venir faire une visite, un contrôle au domicile, établir un rapport et après adresser un courrier au propriétaire afin qu'il puisse faire des travaux. Alors, quand on parle de logement de personnes mal logées, alors soit on a un logement indigne, soit on est en matière de logement insalubre, c'est-à-dire qu'il y a des travaux mais moindres, hein, c'est-à-dire on n'est pas en matière de dangerosité, on n'est pas vraiment dans le cas de logement indigne. Et l'État, par les services de la mairie, va se mettre en action et donc va aider en fait, en réalité, le locataire à pouvoir faire valoir son droit au logement. Alors, donc ça, c'est les deux cas dans lesquels des personnes mal logées peuvent être soutenues en fait directement par l'État, peuvent voir une intervention directe de l'État avec des sanctions bien différentes, hein, et les aider en fait à se maintenir dans leur logement. Mais il y a également ce qu'on appelle, en matière de mal logement, le logement qui n'est pas décent, un logement indécent. Le logement, il n'est pas décent lorsque le propriétaire ne met pas il ne met pas en œuvre, en fait, il y a quelques travaux qui, en fait, en réalité, en matière de dangerosité, sont moindres que les deux premiers cas qui ont été cités, c'est-à-dire le logement indigne et insalubre. Mais il y a quelques travaux à faire, notamment le propriétaire, il doit fournir le clos et le couvert. En droit, c'est vraiment le toit, les fenêtres. Hein. Quand il y a des problèmes au niveau des fenêtres et que le propriétaire, par exemple, s'abstient d'effectuer des travaux, l'État ne viendra pas directement intervenir. Mais en matière de logement indécent, il s'agit plutôt du locataire lui-même de faire intervenir l'État en saisissant le tribunal d'instance de son lieu d'habitation afin que le tribunal puisse enjoindre au propriétaire de réaliser des travaux. Donc vous voyez, en fait, c'est une hiérarchie en matière de mal logement. Il y a des personnes qui vraiment sont dans des cas de logement indigne, d'autres qui sont dans des cas de logement qu'on qualifie d'insalubre, et d'autres simplement qui sont dans des cas de logement indécent. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont soutenues, c'est-à-dire qui ne connaissent pas les lois et qui ne connaissent pas les recours qui leur sont ouverts. Donc, il y a des associations qui les aident à comprendre ce qui se passe, qui les aident à faire valoir leurs droits, raison pour laquelle, lorsqu'on est dans un cas où, même ne connaissant pas la loi, on trouve anormal d'être dans un logement et d'avoir un problème, de ne pas comprendre pourquoi, par exemple, son propriétaire ne ferait pas des travaux, alors de se tourner vers les associations afin qu'on leur explique leurs droits. Il y a également des travaux qui sont à la charge du locataire, parce que très souvent, on a des locataires qui arrivent et qui mettent tout, on va dire, sur le dos du propriétaire. Mais non, le locataire a ses obligations. On est en matière de bail, on est en matière de contrat, les obligations sont réciproques. Il y a également des obligations du locataire qui, notamment celle d'entretenir le bien. Donc, je ne dis pas que tous les travaux qui pourraient avoir lieu, qui pourraient être à mettre en œuvre dans un logement sont de la seule responsabilité du propriétaire. Non, chacun a ses responsabilités, mais lorsqu'on atteint un niveau de dangerosité, soit indigne, insalubre ou indécent, à ce moment-là, on peut se tourner vers
l'État vers les autorités, vers la justice, afin de faire valoir ses droits. Donc, le mal logement, oui, en effet, c'est un problème en France. On a à peu près 3600 personnes qui en souffrent. Et le mal logement, ou je dirais très souvent ce qu'on rencontre également, c'est carrément des personnes qui sont sans abri. Voilà, donc la pratique fait qu'en général, on dit les mal logés, les sans-abri. Parce que, parlant des sans-abri, il faut dire que c'est assez paradoxal, le constat. On se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui sont soit mal logées, soit qui n'ont pas du tout de logement. Mais, paradoxalement, en France, on a des millions de logements qui ne sont pas du tout habités. Des logements vacants. Mais pourquoi? Alors, c'est un débat au niveau dans ce domaine en matière de logement, c'est un débat. Alors, on a des logements de l'État lui-même qui sont vacants. Allez me demander la raison, je ne pourrais pas vous dire. Alors, mais qui sont vacants et qui ne sont pas du tout, pendant des années parfois. Et alors qu'on a une loi qui dit que avec la pénurie, la crise en matière de logement, il y a la loi de réquisition des logements vacants qui permet, lorsqu'on voit qu'il y a un logement qui est vacant dans un endroit, en fait, de carrément chercher à y habiter, voilà, à s'en emparer, on va dire entre guillemets, et en faisant application de cette loi de réquisition. Mais bon, c'est assez délicat. Et c'est la raison pour laquelle les associations en matière de logement font mains et pieds pour que, soit l'État, puisque l'État est garant en fait de ce droit-là, l'État puisse construire énormément en fait de nombreux logements sociaux, ou que l'État puisse mettre à disposition des personnes qui sont dans des cas difficiles en matière de logement, de pouvoir accéder à ces logements vacants. Alors, le débat est encore, je vais dire, il est en cours. On a récemment, avec la loi, le ministre Cécile Duflot, qui est en train, effectivement, de se pencher sur ce problème. Et on espère que les personnes pourront finalement... Je sais que on ne pourra pas le régler d'une manière radicale, mais qu'on tend vers un accès plus facile aux personnes. Très souvent, en fait, on est en matière de personnes. C'est des personnes qui sont défavorisées. Déjà en situation précaire, de pouvoir accéder à ces logements. Effectivement. Et on se rend compte d'un autre cas aussi, là c'est dans le privé, il y a beaucoup de personnes qui ont des logements, qui sont propriétaires et qui refusent de les mettre en location. C'est un cas aussi qu'on rencontre souvent. Dans le privé, en fait, le débat est différent. En matière sociale, l'État est garant, l'État doit mettre à disposition, l'État doit tout mettre en œuvre, même si il établit des critères d'accessibilité au logement. L'État doit garantir en fait le logement aux personnes qu'il a reconnues prioritaires, aux personnes qui remplissent les critères. Alors qu'en matière privée, le bailleur privé, il est libre de faire, en fait, il est libre de faire ce qu'il veut. Je suis libre de louer mon appartement, ma maison au locataire qui me convient, on va dire. Alors, il n'y a aucune obligation en la matière. Ce qui veut dire que si un propriétaire refuse de louer son bien à un locataire, à un candidat, on va dire, à la location, aucune loi ou aucune juridiction ne pourrait le sanctionner pour un tel refus. Donc, Et est-ce que la loi qui concerne les réquisitions des logements vacants s'applique aussi dans ce cas-là ou pas? Elle s'applique parce que les logements vacants, en fait, c'est aussi bien les logements du privé que les logements du public. Donc, cette loi, elle concerne tous les logements qui sont vacants. Et c'est un débat. Actuellement, je dirais, vous allez voir qu'on est en période hivernale, et très souvent, c'est pendant cette période
que les personnes font usage de cette loi de réquisition. Parce qu'on imagine, avec un grand froid pareil, hein, des personnes qui sont obligées, en fait, de vivre dans un logement indigne, dans un appartement où il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas d'électricité. Ça existe. Hein. Parfois, on se demande, mais comment la France, comment ça peut exister en France? Alors, c'est dommage, mais il y a des cas. Il y a des cas de ce genre. On rencontre des situations, mais inimaginables. Et c'est vraiment bien dommage. Raison pour laquelle il faut aider. Il faut aider quand on a la possibilité de le faire. Quand on a la possibilité de donner l'information, il faut le faire. Quand on a la possibilité d'avoir accès au pouvoir public, hein, et de porter les cas de personnes qui rencontrent mais vraiment des difficultés, il faut le faire, il ne faut pas hésiter. On est chrétien, on a des moyens à disposition et en ce qui me concerne particulièrement, ce côté humanitaire, il est également dans la profession d'avocat. Et c'est ce côté humanitaire qui m'amène en fait à pouvoir me rapprocher en fait d'associations pour pouvoir expliquer les lois, pour pouvoir aider les personnes à comprendre en fait leurs droits. Et notamment, j'interviens au sein de l'association Droit au logement. Je suis l'une des avocates de cette association et il y a des permanences qui sont organisées au sein de cette association. Donc, pour aider les personnes à comprendre, il y a des personnes parfois qui ne sont pas vraiment, on va dire, entre guillemets, misérables, hein, mais c'est des personnes qui ont la possibilité, en fait, en plus, de régler leur loyer, mais qui, sur le plan au niveau privé, ne peuvent pas du tout accéder au logement, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Alors, on vous demande 3 fois le montant du loyer en salaire. Ce qui est illégal. C'est vraiment difficile. Donc, les personnes, elles ont certes la possibilité de régler leur loyer, mais se tournent tout de suite vers les logements sociaux. Alors, ce genre de situation, on essaie donc d'apporter des conseils à ces personnes, de les orienter et de les aider surtout à se battre, à ne pas baisser les bras. Parce qu'on parlait tout à l'heure de sans-abri, mais on est mal logé ou on n'a au départ pas de problème de logement, mais c'est la vie. On peut rencontrer une situation d'expulsion. L'expulsion n'arrive pas seulement lorsqu'une personne ne peut pas régler son loyer. Quels sont les autres cas? Il y a plusieurs cas d'expulsion. Alors, un propriétaire, on dira peut-être dans le public qu'on est expulsé lorsque ça arrive le plus souvent dans le public, qu'on soit expulsé pour impayé de loyer. Parce que le propriétaire étant le bailleur social, il ne va pas reprendre son bien pour habiter, par exemple. Alors qu'en matière de bailleur privé, je peux donner un congé à mon locataire parce que je veux reprendre le bien pour habiter. C'est un motif valable de fin du contrat. Alors, je suis locataire, je suis dans ce bien et voilà que tout se passe bien, je paye bien mon loyer, j'ai jamais eu de problème d'impayé. Et mon propriétaire qui me dit, je te donne congé, dans 6 mois, il faut que tu partes parce que je veux le reprendre pour habiter. C'est un motif légitime. C'est son bien, il en fait ce qu'il veut, mais sauf qu'il doit respecter des délais. Alors, je suis dans cette situation. J'ai 6 mois pour trouver un logement. Qu'est-ce que je fais? Je commence tout doucement à chercher, mais 6 mois, c'est très peu en la matière. Hein, c'est pas évident. Alors, je me retrouve au bout des 6 mois sans logement et le propriétaire qui veut reprendre son bien. Alors, donc, il faut pouvoir expliquer au locataire en face que ce n'est pas terminé. Ce n'est pas parce que le propriétaire vous demande de partir 6 mois après, par exemple, que automatiquement, au bout de 6 mois, la police ou les huissiers viendront fermer la porte. Non, c'est pour expliquer en fait un peu le genre de conseils qu'on apporte à ces personnes, aux personnes qui viennent dans les associations de défense du logement. Alors, dans tous les cas,
Ce n'est pas, en fait, on peut tous se retrouver dans... C'est pour dire que ce n'est pas forcément des personnes, mais vraiment défavorisées qui se retrouvent dans des cas d'expulsion. Je peux payer mon loyer, je peux être en règle et tout, et puis être dans une situation où je ne sais où aller. Alors, donc, au bout des 6 mois, si je ne suis pas partie, ce que je dois savoir, c'est que le propriétaire ne pourra pas me mettre dehors au bout de 6 mois. C'est-à-dire qu'il doit me mettre dehors le 1er juin. Si le 1er juin, j'ai toujours rien trouvé, il ne me mettra pas dehors le 1er juin. Voilà. Très souvent, les personnes, en fait, c'est vrai qu'il faut chercher, mais si je n'ai pas trouvé, je ne vais pas vraiment... tous les moyens sont mis en œuvre et puis je ne trouve rien. Le propriétaire sera obligé de faire une procédure en justice afin que le juge puisse constater que le congé qu'il a donné est valable. Et une fois que le juge valide ce congé, le juge va ordonner l'expulsion. Mais quand le juge ordonne l'expulsion, alors le locataire, puisqu'il est en justice, il a la possibilité de solliciter un délai supplémentaire, entre guillemets, parce qu'il a eu déjà un délai de 6 mois du propriétaire. Il peut solliciter un délai supplémentaire au juge afin d'effectuer ses recherches. Et ça, le juge appréciera. Il y a des cas où le juge nous dit, pas de problème, il a le maximum, ce qu'il peut accorder, en général, c'est 1 an. Donc, en fait, on a des cas où les personnes ne savent pas du tout quoi faire et on est là, en fait, pour apporter ce conseil-là. Mais il faut vraiment aussi, en la matière, par exemple, être un locataire de bonne foi. Je ne parle pas des cas où les personnes se permettent de faire un peu n'importe quoi dans les appartements qui leur sont loués. Il faut être quand même responsable des engagements qu'on prend. Mais on peut vraiment être dans une situation qui nous tombe dessus alors qu'on n'est pas forcément financièrement défavorisé. Donc, c'est des cas qui peuvent vraiment concerner un peu tout le monde. Et concernant concernant les difficultés d'accès au logement pour les personnes sans abri, quels sont leurs recours en fait, sachant que beaucoup d'entre elles sont sans papier, donc souvent sont étrangères. Or, c'est un critère qui est rappelé souvent, même au niveau des bailleurs sociaux, même au niveau des logements sociaux, pour pouvoir obtenir un logement, c'est d'avoir soit un titre de séjour, soit être français. Et quel recours ils ont, quoi. Alors, pour les personnes qui sont pas en situation régulière, c'est vrai que les critères sont clairs. Hein. En matière de logement, pour accéder au logement, il faut être en situation régulière. Mais tout à l'heure, on parlait on a évoqué le droit au logement opposable, appelé communément DALO, le DALO. Il y a également ce qu'on appelle le DAHO, c'est-à-dire le droit à l'hébergement opposable. En matière de DAHO, c'est-à-dire d'hébergement, on peut ne pas avoir hébergement. Hein. Je parle vraiment strictement d'hébergement dans une structure. Hein. Plutôt que de rester dehors, hein, l'État a également prévu l'hébergement d'urgence. Alors, cet hébergement-là, on peut y avoir accès, même lorsqu'on n'est pas en situation régulière. C'est ce qui est vraiment intéressant en la matière. Alors, une personne qui se retrouve dans une situation, il suffit simplement de remplir les conditions. En la matière, les conditions ne sont pas très strictes. Hein. C'est assez ouvert en matière d'hébergement. Donc, ça permet au moins à ces personnes hein, de pouvoir se reposer quelque part tranquillement. Et sinon, pour l'accès au logement, c'est la loi. On ne peut pas y déroger. Alors, il faut vraiment être en situation régulière. Et je pense que ce n'est pas une manière d'exclure des personnes, dans la mesure où il faut quand même fixer des critères à remplir. Hein. Et si ces personnes n'ont pas accès au logement, on a l'hébergement quand même qui est ouvert à ces personnes. Et il faut dire que je rencontre pas mal de situations de personnes qui sont dans des cas d'hébergement,
qui sont hébergés. Et ça leur permet, on va dire, le temps de trouver après, d'être en situation régulière et après de s'orienter, quand elles ont la stabilité de séjour, vers un logement. Donc, il faut dire que la France, quand même, met tout en œuvre pour apporter une aide au logement, même lorsque les personnes ne sont pas en situation régulière. C'est exactement ce qu'on a dans le domaine de la santé. Il faut voir quand même les bons côtés des choses. Dans le domaine de la santé, on a également des dispositifs qui permettent à des personnes qui ne sont pas en situation régulière de pouvoir avoir accès aux soins. Donc, c'est la même chose en matière de logement. Ça existe. Et l'État est garant également de ce droit à l'hébergement. Et si les personnes qui ont une décision d'AHO, avec un H, qui ont une décision d'hébergement favorable, ne sont pas hébergées dans le délai requis en matière d'hébergement. Des délais sont moins courts qu'en matière de logement, toujours d'ALO. Alors, elles ont également la possibilité, bien n'étant pas en situation régulière, de saisir le tribunal administratif qui va ordonner à l'État de leur trouver un accueil dans une structure d'hébergement. Je trouve quand même que c'est très important, c'est un droit, c'est pour montrer que le droit au logement, même si on parle d'hébergement, c'est différent, et quand même, l'État met tout en œuvre pour apporter un soutien, une aide à tout un chacun. Et concrètement, quelqu'un qui se retrouve dans un cas comme celui-là, vers qui est-ce qu'elle doit se tourner en fait ? Quel organisme ou qui appeler, à qui parler pour pouvoir en bénéficier ? Des personnes qui se trouvent dans un cas d'hébergement. Oui. Alors, en général, les personnes sont en contact avec des assistantes sociales. Voilà, c'est pas directement l'avocat qu'il faut voir. L'avocat, de toute façon, lui, il attend quand les situations, de manière générale, quand il faut aller défendre le cas au tribunal. Sinon, c'est vraiment l'assistante sociale qui, au vu de la situation qui lui est présentée, pourra trouver, orienter la personne. Alors, vous avez parlé tout à l'heure du 115. Oui, le 115, mais le 115, il ne fonctionne pas vraiment. En réalité, il n'y a pas de place. Donc, la plupart des personnes s'en plaignent, même si je loue le travail qui est fait par le 115, mais j'avoue qu'il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Ce qui fait que des personnes peuvent appeler. Parfois, des personnes nous font des retours. On peut appeler pendant une semaine et puis ils vous disent « Mais j'ai pas de place, j'ai pas de place, je fais quoi? J'ai rien à vous proposer. » Alors, vers qui se tourner? Il y a des associations. Il y a des associations qui essaient, qui luttent, des associations qui proposent même des places, des hébergements, mais c'est au niveau de la durée, je dirais que c'est pas évident parce que il y a du monde. La demande est plus élevée que l'offre. Alors en la matière, beaucoup de personnes ont du mal. Sinon, se tourner, il faut apprendre en fait à aller chercher l'information. Il ne faut pas rester dans son coin, entre guillemets. Il faut apprendre à aller vers les personnes qui pourront apporter des aides. Donc, aujourd'hui en France, on a beaucoup d'associations qui luttent avec des personnes mal logées ou sans logement afin que ces personnes puissent accéder au logement. Donc, il faut se tourner vers ces associations. Très souvent, les assistantes sociales sont celles-là qui orientent les personnes vers ces associations. Parce que tout le monde n'est pas censé savoir qu'elles existent. Mais je pense quand même que tout le monde est censé savoir qu'une assistante sociale existe. Ou bien,
aller se renseigner à la mairie. La mairie est là, on arrive. La mairie va nous orienter vers une assistante sociale qui, elle, à son tour, va orienter vers une association. Et puis, c'est en bougeant, en fait, en se renseignant qu'on obtient finalement gain de cause. Mais il faut vraiment se battre. Moi, j'ai l'habitude de dire à toutes les personnes que je reçois en matière de logement et de logement social, je n'en fais pas que ça. Ce droit à un logement social. Mais quand il s'agit de personnes dans ces cas, j'encourage à se battre. Il faut lutter. C'est notamment le cas des dossiers d'ALO. Alors, le dossier d'ALO, une fois qu'on remplit les conditions, c'est-à-dire qu'on a été déclaré par la commission de médiation prioritaire pour être relogé d'urgence dans un logement adapté à ses besoins, l'État, le préfet, en matière de DALO, c'est le préfet, en fait, qui assure le relogement de l'intéressé. Alors, lorsque le préfet reconnaît la priorité à la personne et déclare prioritaire, en fait, pour être relogé d'urgence, il a un délai de 6 mois pour reloger. Au bout des 6 mois, si la personne n'est pas relogée, elle peut saisir le tribunal administratif qui va ordonner au préfet, qui constate et qui ordonne au préfet de reloger la personne avant une date bien précise, sous astreinte. Une astreinte est fixée au préfet qui ne reloge pas dans le délai. Ça peut être en fonction des situations, sous astreinte de 300 ou 400 euros par mois de retard. Et cette astreinte, en fait, cette somme, elle n'est pas versée à l'intéressé, mais au fonds, en fait, au fonds qui, en réalité, pour la construction de logements sociaux. Et au bout du délai qui a été fixé par le juge au préfet, ça fait le deuxième délai. Alors, j'ai 6 mois, j'ai ma décision d'ALO favorable, j'ai 6 mois. Au bout de 6 mois, je ne suis pas logée, j'ai 4 mois pour saisir le tribunal. Je saisis le tribunal, il rend une décision, il ordonne au préfet de me reloger au plus tard dans un délai de 3 mois. Au bout des 3 mois, je ne suis toujours pas relogée. Qu'est-ce que je fais? Le préfet est condamné à verser l'astreinte. Il commence tout doucement à verser cette astreinte. Et moi, malgré tout, je ne suis pas relogée. Qu'est-ce que je fais? Il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas baisser les bras. Il y a encore d'autres procédures qui sont possibles, notamment ce à quoi on encourage beaucoup les personnes, afin de ne pas laisser le dossier être mis carrément aux archives au niveau de la préfecture. Il faut savoir qu'il y a la loi qui autorise, qui permet, lorsque l'État ne respecte pas une obligation, à saisir à nouveau le tribunal administratif afin de faire constater la carence de l'État dans une de ses obligations et de solliciter un dédommagement. Et là, je vous dis que ça marche. Parce que j'ai ma décision d'ALO. Il y a des DALO. Les premiers DALO, c'était 2008. La loi de 2007, après, qui est entrée en vigueur en janvier 2008. Donc, les toutes premières décisions, à partir de 2008. Il y a des personnes depuis 2008 qui sont déclarées prioritaires, mais qui ne sont pas relogées. On est en 2013. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il ne faut pas baisser les bras. Les personnes, elles arrivent, mais vraiment toutes malheureuses, parce que quand on a la décision d'ALO prioritaire, qu'on sait que dans 6 mois, on va être relogé, franchement, c'est la joie. Mais après, on se rend compte que 5 ans après, je ne suis pas relogée. Et j'ai fait toutes les procédures et tout. Il faut encourager. Donc, il y a un dispositif qui permet de faire ce dossier d'indemnisation. Alors, qu'est-ce que je fais? Je saisis le tribunal administratif à nouveau. J'ai été déclarée prioritaire. 6 mois après, je n'ai pas été relogée. Il y a 2 ans, je vous ai saisi. Vous avez ordonné au préfet de me reloger. Il n'a toujours rien fait. Aujourd'hui, je suis devant vous parce que je vais être dédommagée. Je veux que le préfet me dédommage parce que je subis un préjudice. Lequel? L'inexécution de ma décision d'ALO. Et le préfet, c'est l'adversaire.
Et donc, je chiffre mon préjudice. J'ai des enfants qui sont scolarisés, ils n'ont pas d'endroit pour étudier. Je suis moi-même en vie à 5 dans un studio de 20 mètres carrés. Il est en plus insalubre. Voilà, j'ai des éléments que je fais valoir. Et c'est justement parce qu'il y avait tous ces éléments que j'ai été déclarée prioritaire. Hein. Et malgré cela, 2 ou 3 ans, 4 ans après, je ne suis toujours pas relogée. Alors, automatiquement, le tribunal administratif, il fait un constat. Inexécution de la décision, inexécution de notre premier jugement, situation inchangée, alors préjudice réel. Hein. Et très souvent, on a des condamnations. Effectivement, l'État est condamné et l'État indemnise. Et très souvent, moi je prends au niveau du cabinet, sur 100 dossiers, 50, on va dire, 50 personnes vont être logées au titre du DALO dans les 2-3 ans après, sans avoir fait de dossier d'indemnisation. Et 30 personnes sont relogées parce qu'elles ont fait un dossier d'indemnisation, une procédure en indemnisation. Elles sont relogées avant même que l'État ne soit condamné à indemniser, mais ça n'empêche pas l'indemnisation quand même, on continue la procédure. Et parfois, après la décision qui condamne l'État à indemniser, il y en a 10 qui vont être logés et 10 qui seront, dans tous les cas, pas relogés. Ce qui veut dire qu'il faut vraiment se battre. C'est vrai, c'est difficile. L'État nous oppose très souvent, oppose aux locataires, aux personnes concernées, très souvent, le fait qu'il n'y ait pas assez de logements sociaux. Alors, qu'est-ce qui empêche la construction de logements sociaux? C'est le débat actuellement sur la table du ministre du Logement. D'accord. Et pour faire toutes ces démarches, alors comme on l'a dit tout à l'heure, souvent dans le domaine du mal logement, les personnes concernées sont déjà en situation précaire, donc souvent n'ont pas beaucoup de sous, je dirais. Et pour faire toutes ces démarches, est-ce que on a besoin d'avoir des sous de côté pour pouvoir faire ces démarches? Est-ce que certaines personnes ne sont pas aussi découragées parfois en se disant mais moi j'ai pas les moyens de payer un avocat ou de faire je sais pas quoi pour arriver jusqu'à obtenir ma décision, quoi? C'est là où je vous dis, il faut pas croire que en restant dans son coin, en restant replié sur soi-même, on aboutira à quelque chose. Il faut se renseigner. Et très souvent, quand je vous dis que y a des permanences qui sont organisées dans ces associations, ces permanences, elles sont gratuites. Hein. On s'y rend et c'est vraiment le côté humanitaire qui nous fait travailler parfois avec des associations, que ce soit en matière de droits des étrangers, de logement, des associations qui défendent en fait la cause de personnes qui en réalité ne connaissent pas leurs droits. Donc il y a des associations et au sein de ces associations, elles vont trouver certainement un dispositif qui leur permettra en fait d'avoir accès aux droits. L'accès aux droits, c'est un droit aussi. Alors, dans les mairies, il y a des permanences, des consultations gratuites qui sont organisées afin d'orienter les personnes. Et si les personnes se sentent, si des personnes sont vraiment défavorisées sur le plan, on va dire, financier, il y a aussi, au niveau de l'accès aux droits, l'aide juridictionnelle, c'est-à-dire que les revenus de la personne seront analysés et l'État prendra en charge les honoraires de l'avocat qui s'occupera du dossier. L'État va désigner, si la personne remplit bien sûr les conditions, un avocat pour défendre son cas. Si la personne ne remplit pas les conditions, effectivement, il faudrait, dans ce cas-là, prévoir des honoraires pour l'avocat. Mais je pense que si on est dans un cas pareil et qu'on est vraiment défavorisé, très souvent, c'est le dispositif juridictionnel qui convient à la personne. Et de toute façon, ça marche de cette manière. Et ce qu'il faut aussi dire, c'est que même dans les tribunaux, au tribunal de grande instance, dans tous les tribunaux, il y a également des consultations gratuites qui sont organisées. En fait, l'accès au droit, l'État met tout en œuvre pour que les justiciables, en fait, puissent avoir
accès aux informations juridiques dans leur domaine, dans le domaine qui les intéresse, dans le domaine, dans leur situation. C'est ouvert, que ce soit en mairie, que ce soit dans les tribunaux, dans les associations, l'accès aux droits. Même les assistantes sociales, parfois, orientent vers cet accès, ces points d'accès aux droits. D'accord, très bien. Et en continuant donc sur les personnes qui sont parfois en situation précaire, je veux dire, une situation précaire comme on a vu tout à l'heure, en tout cas par rapport à une expulsion, ça peut arriver aussi à n'importe qui dans le sens où il peut se passer quelque chose dans la vie d'une personne qui l'amène bien à avoir très peu de revenus, ne serait-ce qu'en perdant son travail par exemple, ce genre de situation, et donc peuvent aussi amener parfois quelqu'un qui ne pensait pas du tout être en difficulté financière un jour dans sa vie, à ne plus pouvoir payer son loyer, à avoir de grosses difficultés. Et par rapport à cela, par rapport au fait de payer son loyer, est-ce que il y a des dispositifs en France aussi qui sont mis en place, en l'occurrence le Fonds de solidarité pour le logement, pour des dettes de logement. Est-ce que vous connaissez ce fonds ? Oui, le Fonds de solidarité, il existe. Les personnes en général qui sont dans des cas d'impayés de loyer peuvent exposer la situation à l'assistante sociale de leur lieu de domicile. Et c'est un dossier en fait qui est présenté à ce fonds-là, justement pour aider les personnes à régler les loyers. Donc, le dossier est présenté, soit il est accepté, soit il est refusé. Et s'il est refusé, il peut avoir, en fonction du motif du refus, un recours à faire afin de pouvoir en bénéficier. Alors, en la matière, ce qu'il faut savoir, c'est que je peux être éligible à cette aide qui provient du fonds du fonds du FSL. Et il y a des cas où le propriétaire, lui, n'est pas intéressé. Parce que j'ai un impayé de loyer, j'ai un dossier FSL que mon assistante sociale veut présenter et il faut en fait, c'est un dossier qui doit être également rempli par le propriétaire. Si le propriétaire est intéressé, c'est-à-dire si effectivement il accepte que les loyers soient réglés par ce fonds, s'il accepte, tout va bien. Le fonds, l'aide est accordée, il n'y a pas de problème, la personne règle son loyer. Mais il y a des propriétaires qui refusent. Quelles sont les causes de refus ? Chaque propriétaire, parfois, c'est en matière d'impayé de loyer. Je me rends compte que je suis, par exemple, déjà, les propriétaires parfois sont déjà en procédure d'expulsion. Je me rends compte que c'est un mauvais payeur. Et si je signe le dossier FSL, ça veut dire que je m'engage à maintenir le locataire dans mon logement. Alors, le propriétaire fait son étude. Il se rend compte que, dans tous les cas, peut-être que 3 ans après, il va se retrouver encore dans cette situation. Donc, très souvent, on a des propriétaires qui, carrément, ne signent pas la fiche que leur envoie l'assistante sociale. À ce moment-là, le fonds l'aide ne peut pas être décaissée. Et même si je suis éligible, puisque mon propriétaire il n'est pas d'accord, je n'aurai pas cette aide. Alors, mais il faut dire quand même que c'est intéressant pour le propriétaire l'aide, parce que on fait de sorte à ce que ça couvre la dette d'impayé, l'impayé de loyer. Et en contrepartie, moi propriétaire, je m'engage à laisser mon locataire dans le logement. Voilà. Donc, cette aide, elle existe. Il y a également, quand les personnes, en fonction des situations, je suis dans un logement et je viens d'être expulsée, alors que j'ai des enfants, je suis dans une situation déjà assez difficile. Alors, en matière d'hébergement, si je suis hébergée dans un hôtel, puisque expulsée ne sachant pas où aller, j'ai un hébergement social, un hôtel à caractère social. Alors, il y a également l'aide sociale à l'enfance, l'ASE, alors qui est proposée pour aider la famille à régler les frais d'hôtel.
Voilà. Donc, c'est aussi, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver, certes, du jour au lendemain dans une telle situation. Effectivement, oui, il y a des aides pour permettre aux locataires de faire face à ces loyers. Parce qu'en matière d'hôtel à caractère social, il faut dire que les notes la redevance, elle est très élevée parce que le locataire, il passe toute sa vie. Il ne s'agit pas de nuitée d'hôtel. Hein. C'est carrément l'hôtel devient le logement principal de la personne. Alors, vous imaginez, passer une nuit à l'hôtel, on paye à peu près 100 €, 60 €, mais passer tout un mois, à la fin du mois, la personne va se retrouver avec 3 000 € à peu près de redevance à verser à l'hôtel. Et donc, avec ces aides, il y a une contrepartie, il y a une part qui est prise en charge par la personne concernée, si ses revenus le lui permettent, hein, mais l'État, dans la majeure partie des cas, en fait, l'État prend en charge l'hébergement dans les structures hôtelières. Mais vraiment, c'est selon certains critères. Et ces critères sont à voir avec les assistantes sociales. Ok. Nous vous rappelons que vous pouvez nous appeler au 01 64 98 90 45. Vraiment, n'hésitez pas. D'autant plus que notre émission ne va pas tarder à se terminer. Donc, profitez de la source d'information qu'on a sur le plateau ce soir pour pouvoir vous aider peut-être à répondre à certaines questions que vous vous posez. Et donc, je répète, c'est au 01 64 98 90 45. Donc, voilà. Il y a un autre type d'aide d'accès au logement, je dirais, qui existe. C'est en particulier une aide qui aide un moyen en fait d'aider les personnes à rentrer dans un logement, parce qu'on se rend compte que certains propriétaires demandent jusqu'à 3 mois de loyer, des fois même plus pour permettre à quelqu'un d'accéder au logement, ce qui en réalité d'ailleurs à la base n'est même pas légal, parce que normalement on va pas au-delà de 2 mois de loyer. Mais bon, voilà, c'est quelque chose qui est qui est devenu très habituel. Et il y a ce qu'on appelle le Locapass qui aide à pouvoir rentrer dans un logement. Est-ce que vous connaissez ce... Oui, oui, il y a le Locapass, c'est une forme d'assurance en fait qui aide le locataire à pouvoir trouver son logement. Donc, tout au long de la location, celui qui bénéficie de ce Locapass pourra actionner en fait ce dispositif. Donc, c'est au niveau du propriétaire, c'est une garantie en fait. En réalité, c'est une garantie qui lui permet en fait de savoir que en cas d'impayé, il sait un peu où se tourner avant même d'aller au tribunal. Alors moi, en matière pour l'accès, je ne traite pas beaucoup de dossiers en matière d'accès, mais les problèmes propriétaires locataires, aussi bien je défends dans les deux sens, c'est-à-dire je peux être avocat d'un propriétaire ou du locataire. Donc, les problèmes locatifs, oui, c'est-à-dire une fois qu'on est à l'intérieur du logement, qu'on rencontre des problèmes, qu'on soit propriétaire ou qu'on soit locataire, oui, mais bon, à l'entrée, à l'accès au logement, il n'y a pas vraiment de litige au départ. Il n'y a pas de litige, c'est seulement en cours et en fin de bail que les litiges se présentent. Et quels sont les cas que vous rencontrez, parce qu'on a beaucoup parlé des locataires, et quels sont les cas que vous rencontrez par rapport aux propriétaires qui viennent vous voir? Qu'est-ce qui se passe la plupart du temps? Des impayés de loyer, une dégradation des lieux? Pourquoi est-ce qu'un propriétaire viendrait vous voir? Le propriétaire aussi, il a ses problèmes. Il n'y a pas que le locataire qui rencontre des difficultés. En tant que propriétaire, on peut être en face de locataires, mais vraiment de mauvaise foi.
On a des locataires qui, pour avoir accès, justement, puisqu'on disait tout à l'heure que l'accès au logement est très, très, très difficile, hein, qui vont falsifier des fiches de paie et qui viennent présenter au propriétaire qui croit qu'il a affaire, en fait, hein, à un locataire qui pourrait faire face régulièrement à son loyer, mais très vite se rend compte que, bon, on a un problème d'impayé. Voilà. Et donc, le propriétaire, il a également parfois, et très souvent, je dirais, il a aussi, lui, en tant que propriétaire bailleur privé, bah, il a parfois une banque derrière son financement immobilier. Alors, il se retrouve dans une situation où il comptait en fait sur ce loyer-là pour rembourser son prêt à la banque, hein, mais voilà que là, il a des problèmes et lui-même ne peut pas en fait non seulement régler son propre. Parfois, je peux être locataire aussi, son propre loyer, mais régler en plus celui de son locataire. Donc, le propriétaire lui-même rencontre des difficultés. Parfois, on a des propriétaires qui sont amenés à vendre le bien qu'ils ont mis en location pour pouvoir faire face à leurs propres difficultés. Donc, les problèmes, c'est de part et d'autre, hein. Le propriétaire donc peut être vraiment amené à mettre fin au contrat en actionnant ce qu'on appelle la clause résolutoire pour impayé. Je constate qu'il y a un impayé de loyer, je délivre un commandement de payer et au bout de 2 mois, si le locataire n'a pas réagi, je viens en justice, hein, pour que le juge puisse constater que mes loyers n'ont pas été payés et automatiquement prononcer l'expulsion. Donc, on a ce genre de situation quand on est propriétaire. On peut également se retrouver en face de locataires qui, certes, règlent les loyers, mais n'entretiennent pas le bien qui lui a été donné en location, alors que c'est une obligation du locataire. Donc, amener le locataire à effectuer des travaux afin de maintenir quand même l'appartement en état. Donc, ça peut aussi se solder devant le juge, hein. Et en tant que propriétaire, on peut aussi rencontrer des cas où mon logement, là récemment, j'avais un cas où le logement venait, le propriétaire venait à peine d'acheter son logement. Il n'avait pas encore eu le temps d'y habiter que des squatteurs se sont installés. Alors qu'il faut savoir qu'en la matière, une fois que je suis installée 48 heures dans un appartement ou dans une maison et que le propriétaire veut me mettre dehors, il doit obligatoirement passer par la justice. Donc, que fait le propriétaire? Mais il a essayé, mais par tout moyen, d'obtenir l'expulsion. Alors, dans un tel cas, moi, on me contacte, mais pas du côté du propriétaire. Le propriétaire a ses raisons, mais le squatteur aussi, il se retrouve en train d'être squatteur, mais en réalité, il était victime d'un faux bail. Et très souvent, on a ça. On a des personnes qui arrivent, qui se font passer pour bailleurs, pour des propriétaires d'un bien, qui font signer un bail à des personnes de bonne foi et qui disparaissent après avoir encaissé les 2 mois de caution et le mois de loyer. Donc, 48 heures après, le vrai propriétaire se manifeste et là, il est dans quelle situation là? Il ne peut pas faire partir la personne pas parce qu'elle lui présente un bail, même s'il est faux, mais parce que la personne a déjà fait 48 heures dans le logement et la loi interdit, dans ce cas-là, de procéder à l'éviction sans avoir obtenu au préalable une décision de justice. Alors, la personne qui est à l'intérieur, elle ne va pas payer. Parfois, très souvent, en fait, on va dire, ne va pas régler de loyer. Et très souvent, c'est d'un commun accord avec le faux propriétaire que l'autre s'installe. En fait, on a pas mal de situations variables, hein. Voilà. Donc, aussi bien le propriétaire que le locataire peuvent se trouver dans des situations délicates et il faut bien que la justice soit saisie. Et quand on est saisi de ce genre de dossier, il faut vraiment
c'est pas facile, je dirais, parce qu'on a dit tout à l'heure, le logement, c'est la sécurité. Donc, quand on se met à la place du locataire, en plus avec une famille et des enfants qui sont scolarisés, vous voyez un peu ce que ça fait, et du propriétaire qui est en face d'un crédit immobilier, qui n'a pas d'autre endroit où aller que son bien qu'il vient d'acquérir et qui malheureusement se trouve aussi à la rue. Donc, il faut vraiment trouver le juste milieu. Effectivement. Et qu'est-ce que vous pensez des personnes qui se diraient, écoutez, moi j'ai besoin d'un logement, je ne vais pas rester dehors, il fait froid, tout ça, donc qui, parce qu'elles ont effectivement besoin de cette sécurité, vont parfois, comme ces personnes qui sont... Enfin, là, en l'occurrence, non, c'était pas de la faute des locataires parce qu'eux, ils étaient de bonne foi. Mais certains, comme l'exemple que vous avez donné tout à l'heure, vont falsifier des fiches de paye, vont se faire passer pour des personnes qu'elles ne sont pas, dire qu'elles ont des choses qu'en réalité, elles n'ont pas pour pouvoir accéder à un logement. Et est-ce que ces personnes ne peuvent pas être encouragées, je dirais, à la justice, un minimum? Et non pas celle des hommes, là, mais celle de Dieu. J'ai pas bien compris. Elles ne peuvent pas être encouragées à... Au fait, de ne pas poser ce type d'acte. Ah oui, bien sûr, mais écoutez, après, ça, c'est en fonction des convictions personnelles, je dirais. C'est clair que si vous me dites un chrétien qui fait ce genre de pratique de manœuvres frauduleuses et qui se retrouve locataire, est-ce que c'est clair qu'un chrétien se trouver dans une telle situation, déjà, on se pose des questions. Donc, je pense que c'est en fonction des convictions personnelles de chacun. Il y a des personnes carrément qui arrivent et qui nous disent « Mais vous croyez que vous avez déjà dormi dehors, vous ?» C'est vraiment un état de nécessité qui me fait faire ce genre de choses. En fait, moi, avec tous les cas que j'ai vus, j'avoue que je suis un peu... j'ai du mal, en fait, à les juger. Parce qu'effectivement, quand vous avez une mère qui a un enfant, un nouveau-né qui ne peut pas rentrer à la maison parce qu'à la maison, il n'y a pas d'électricité et qui est carrément retenue à l'hôpital, hein, et la mère qui est dans un cas d'impayé de loyer, donc le propriétaire qui vient et qui coupe un peu tout, la mère est à la maison, son nouveau-né à l'hôpital. Si une telle mère se permet de faire certaines choses, je sais qu'en tant que chrétienne, je ne peux pas moi-même le faire, hein, mais je veux dire que je comprendrai en fait l'état d'esprit de la personne. C'est-à-dire que quand on se retrouve dans un état de nécessité, on peut être amené à faire certaines choses, même si on est conscient que c'est des pratiques en fait illégales. Mais je ne dis pas que je l'encourage, hein, mais je veux dire simplement que en me mettant à la place des personnes, je comprends en fait l'état d'esprit qui les a amenés à réagir de cette manière. Mais en tant que chrétien, effectivement, il faut pouvoir, quand on est chrétien, utiliser les voies légales pour obtenir ce dont on a besoin. Et là, par exemple, j'ai beaucoup de cas, je sais pas si vous me posez moi les questions, mais il y a beaucoup de situations, sincèrement, il faut être fort en fait pour pouvoir les gérer, je veux dire moralement, parce que il y a des personnes qui souffrent, hein. Il y a des personnes qui sont vraiment dans des situations de précarité et mais qui sont vraiment qui n'en peuvent plus, et qui se laissent aller. Donc, il faut pouvoir faire quelque chose pour pouvoir les aider et ne pas avoir un œil tout de suite de jugement, mais pouvoir les aider et les amener à sortir de leur situation. Je pense que je suis arrivée en fait à cette conclusion-là. Vu les cas que je rencontre, hein, je me rends compte qu'au départ, hein, on est en face de personnes qui sont honnêtes, hein, qui sont de bonne foi, qui veulent bien. Je ne dis pas que c'est le cas tout le temps, hein, mais on a un certain nombre de personnes qui, à force d'être confrontées à ce genre de difficultés, finissent par développer ces pratiques et ces manœuvres frauduleuses. C'est dommage, mais elles n'ont que, selon elles, hein, que ces voies-là pour s'en sortir. Donc, il faut pouvoir leur expliquer
comment s'en sortir sans user de voies et moyens frauduleux. Et c'est dans ce genre de... Quand je vous entends parler, en fait, que je me rends compte en quelque sorte de la grâce et de la chance qu'on a quand on est enfant de Dieu. Dans le sens où, en fait, faut bien se rendre compte, chacun d'entre nous qui participons à cette émission sur ce plateau ou derrière votre écran, que ça peut arriver à n'importe qui. Hein. C'est pas parce qu'on dit croire en Jésus ou même qu'on le vit réellement que Dieu ne peut pas parfois permettre des choses compliquées dans nos vies. Et en l'occurrence, là, il nous demande bien sûr de nous attendre à lui. Et donc là, je veux dire, je parlerai à ceux qui probablement connaissent déjà Jésus. Mais ce que je veux dire en fait par là, c'est que si on a de la chance, si on a une grâce, c'est dans le sens où on a un soutien en fait que ces personnes-là peut-être n'ont pas. C'est-à-dire que faut bien qu'on se rende compte que ce sont des êtres humains qui, à la base, comme tu disais, peuvent être honnêtes et finalement, à force d'épuisement et d'avoir l'impression de ne pas savoir comment faire, bien commencent à user de manœuvres frauduleuses pour obtenir ce qu'elles veulent. Ça, c'est quelque chose qui est dans les cœurs de chacun d'entre nous. Hein. Chaque être humain est capable de faire le pire. Hein. Ça, faut en être bien conscient, même quand au départ il a envie de bien faire et de toujours être dans ce qui est juste. Et c'est en cela qu'en fait, en Christ, nous avons la possibilité de finalement de ne pas faire ce genre de choses, parce que c'est lui qui nous donne la force, la capacité. Et j'ai jamais été dans une situation de mal logement, j'ai jamais, enfin quoique un tout petit peu à un moment, mais bon, je veux dire, le Seigneur y a vite remédié. J'ai jamais j'ai jamais dormi dehors ni quoi que ce soit. Néanmoins, j'essaye de mettre à la place de ces personnes et effectivement, ça doit être très dur. Et je me dis, si le Seigneur n'est pas là pour soutenir la vie d'une personne qui vit ce genre de choses, mais comment elle fait ? Comment elle fait ? Et dans notre cas, à nous, enfants de Dieu, je nous encourage vraiment à conserver la présence de Dieu dans nos vies en conservant sa parole en nous. Et sa parole va nous dire dans le psaume 112, « Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. Pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice. Car, et c'est cette partie que j'aime, cet homme droit ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi. Il n'a point de crainte. » Et ce passage, en fait, est là pour encourager toutes les personnes qui croient au Seigneur déjà et qui peut-être se retrouveraient dans des situations difficiles qu'on vient d'évoquer, par exemple, ou peut-être ne connaissent pas encore Dieu et qui seraient peut-être amenés à bien essayer à force d'épuisement, je vous dis, hein, et puis vu le fait que, comme on l'a vu tout à l'heure, malgré le fait parfois qu'on ait un droit et que l'État nous ait dit oui, effectivement, vous avez droit à cela, machin, tout ça, ça peut durer des mois et même parfois des années pour obtenir ce qu'on veut vraiment. On peut être amené à penser, mais écoute, finalement, pourquoi ne pas agir comme telle ou telle personne de toute façon ? Qu'est-ce que ça change pour moi ? J'ai besoin de ça. Mais s'il nous plaît, je dirais, je me mets dedans. Gardons la crainte de Dieu. Gardons Jésus. Cherchons réellement à nous attacher au cœur de Dieu. Pourquoi je parle du cœur de Dieu ? Parce que ici, on dit que celui qui ne chancelle jamais et qui ne craint pas les mauvaises nouvelles, c'est celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Et je veux nous rappeler que ce sont des choses qui font partie du fruit de l'esprit et qui viennent du cœur de Dieu. Ce sont des choses que seul Dieu produit en nous. Et c'est en cela que nous sommes justes devant Dieu quand nous produisons ce fruit-là. Donc attachons-nous à ce qui intéresse Dieu, à ce qu'il y a dans son cœur pour ne pas en fait tomber à côté, je dirais. Parce que
notre humanité, l'homme charnel dans lequel nous sommes jusqu'à la fin de notre vie ou jusqu'à ce que Jésus vienne nous chercher, bien sera toujours poussé à essayer d'avoir le moyen le plus rapide pour obtenir ce qu'il veut, et par cela, souvent d'essayer de faire des manœuvres bizarres qui vont bien, ok, peut-être nous faire obtenir ce qu'on veut, mais de toute façon, la Bible est claire, Dieu est clair. L'homme récolte ce qu'il a semé, point. Si on récolte quelque chose en ayant posé des actes qu'il ne fallait pas poser, en ayant menti, en ayant fait preuve de duplicité, de ce genre de choses, on le paiera un jour ou l'autre. Et en fait, finalement, on reçoit un cadeau, je dirais, empoisonné, on reçoit trop vite quelque chose qui, de toute façon, derrière, nous amènera dans des problèmes. Donc au final, ça ne sert à rien. Et cela, ça n'est pas applicable qu'aux chrétiens, hein. Dieu est clair, il n'a pas dit le chrétien qui pose de mauvais actes se récoltera de mauvaises choses. Non, c'est l'être humain tout court. Donc attachons-nous à cela, et j'espère que durant ces moments ensemble, si vous vous posiez des questions auxquelles on a pu répondre, vraiment nous rendons gloire à Dieu, nous voulons vraiment bénir le nom du Seigneur, et nous prions vraiment que tout cela aura pu vous servir. Je crois qu'il y a quelqu'un en ligne. Est-ce qu'on va prendre le téléphone? Pourquoi pas? Alors, on va avoir normalement une personne en ligne. Alors, je pense que on est en période hivernale, et il y a des personnes qui ont reçu des décisions d'expulsion, et donc pour lesquelles le propriétaire attend que la trêve hivernale soit achevée avant de pouvoir continuer la procédure d'expulsion. Alors, ce que j'aimerais dire à ces personnes, c'est que même à la fin de la trêve hivernale, lorsqu'elles recevront ou ont déjà reçu le commandement de quitter les lieux, il y a un délai de 2 mois. En fait, dans un délai de 2 mois, elles peuvent saisir un juge si elles n'ont toujours rien trouvé en matière de logement, un juge qui est le juge de l'exécution, qui pourra lui être saisi pour une demande de délai, c'est un délai supplémentaire, pour obtenir un délai supplémentaire avant de partir. Donc, le juge pourra apprécier la demande, et il ne faut pas hésiter lorsqu'on reçoit un commandement de quitter les lieux. Il ne faut pas hésiter à saisir ce juge de l'exécution, parce que ça permet de retarder l'expulsion lorsque le juge accorde le délai sollicité, et surtout savoir que tant que le préfet n'a pas donné son accord à l'expulsion, elle ne pourra pas être mise en œuvre. Et aussi les personnes qui sont prioritaires au titre du DALO. Alors, lorsqu'elles sont en phase d'expulsion, il faut savoir que lorsque le préfet se rend compte qu'il a déjà reconnu prioritaire ces personnes, et celles-ci sont confrontées à une décision d'expulsion, et encore, il s'agit de venir devant le préfet qui va donner son autorisation. Lorsqu'il vérifie, qu'il se rend compte que c'est une personne à qui il a déjà donné un DALO prioritaire, alors il ne peut pas en même temps l'expulser. Donc, ils vont tout mettre en œuvre, en fait, pour obtenir son relogement. Et de cette manière-là, la décision d'expulsion du propriétaire va certes s'exécuter, mais en même temps, le relogement sera assuré, parce que le préfet ne peut pas en même temps reconnaître quelqu'un prioritaire pour être relogé et en même temps accorder son expulsion. Nous allons prendre la personne en ligne, donc. Allô? 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 Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Donc, je suis en train d'écouter l'émission, et là, j'ai voulu vraiment intervenir pour pouvoir partager ce que j'ai vécu, et que si ça peut apporter un témoignage d'encouragement pour tous ceux qui écoutent, surtout qui ne se découragent pas, et surtout qui ne fassent pas de bêtises, qui marchent dans la droiture. Alors, mon histoire, je vais abrécher un petit peu.
c'est que, bon, c'est vrai que j'étais pas dans les matières comme elle a décrit, quelqu'un qui est dans la rue et qui cherche qui cherche un logement. C'est que j'avais un logement et subitement, en 4 jours, mon mari est décédé. J'avais des enfants très petits, très jeunes, c'est-à-dire 18 mois à 7 ans. Donc, les cas étaient très compliqués, c'était très dur. Et en peu de temps, 4-5 mois, je me suis retrouvée, la maison va être vendue et je vais me retrouver dans la rue. En plus, je suis malade. En plus, je me retrouve malade parce que je ne pouvais absolument rien faire. Et je peux vous dire que, donc, là, j'ai mis ma foi vraiment. J'ai dit, Seigneur, tu es tout puissant. C'est toi qui as tout créé. C'est toi qui as tout fait sur cette terre. Seigneur, pour voir mes besoins et pour mes enfants. Donc, moi, je dis que c'est vrai que, comme elle disait, maître, je sais pas, l'avocat. Maître Cassie. Et oui. Et que, bon, c'est vrai qu'elle comprend des difficultés, elle comprend la façon qui peut amener quelqu'un à agir par des façons détournées pour avoir quelque chose. Je dis qu'il faut faire attention quand on est chrétien parce que Dieu n'agit pas dans ces matières-là. Du tout. Du tout. Il faut tout remettre entre les mains du Seigneur et puis laisser Dieu agir. Et là, je peux vous dire, Dieu agit. Parce que j'avais au moins 3 mois de loyer impayé et la maison était même passée le mardi au tribunal et moi-même ne sachant même pas, ne pouvant même pas déménager. Là, j'avais contacté l'assistance sociale qui m'avait dit, bon, ben, je ne sais pas, on va voir ce qu'on peut faire. J'ai dû prier Dieu avec mes enfants pour demander à Dieu d'orienter l'esprit de l'assistance sociale de manière à ce que des voies soient ouvertes. Et je peux vous dire, après le tribunal, parce que le tribunal s'est passé le mardi, et le mercredi matin, le mercredi 15h, l'assistance sociale m'appelle pour me dire, Madame Palsy, votre logement a été payé. Vous ne serez plus à la huche. Donc Dieu avait opéré des miracles. Dieu peut opérer des miracles pour ceux qui sont à la huche. Les bras de Dieu n'en sont pas trop courts. Du tout. Donc il faut qu'ils gardent espoir, peu importe la situation qui est difficile. Dieu peut tout. Dieu peut tout faire. Donc je ne vais pas m'étaler, c'était juste pour leur donner un peu de courage. Et puis à Aurélie aussi, que je salue en même temps, parce que je l'ai entendu parler, elle a dit que les chrétiens doivent garder courage et ne pas faire n'importe quoi. Elle a raison. Je vais dans son sens. Et je comprends aussi l'avocate qui dit aussi que il faut... elle comprend, elle s'associe, elle comprend certains agissements, mais je dis non. Si on est chrétien à 100% jusqu'à la mort. Faites confiance à Dieu et Dieu agira. Ses bras ne sont pas trop courts. Oui, j'ai bien compris. Oui. Alors, je vais simplement préciser en fait dans le contexte qui m'a amené à le dire. Hein. Oui, je ne demande pas du tout, alors là, pas du tout à des chrétiens d'user de voies détournées. C'est pas c'est pas ce que j'ai dit. Mais l'état d'esprit de personnes qui on parle un peu, on parle du droit, hein, il est général. Alors, toutes ces personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, vous connaissez le Seigneur, c'est ce qui vous a amené à prier, à compter sur la grâce de Dieu. Mais les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur et qui n'ont aucun recours, qui ne savent pas que Dieu est capable d'intervenir dans ce domaine-là. Alors, donc, c'est là où je dis, je comprends ce qui les anime, mais seulement, elles n'ont pas cette ressource spirituelle que vous avez. Et quand je dis que je comprends ce qui les anime, ça ne signifie pas que je les encourage. Hein. Alors là, je vais rectifier. Non, je n'encourage pas du tout, mais je comprends en fait ce qui les anime. Mais en tant que chrétien, jamais je n'encouragerai un chrétien à user de ses voies. Parce que nous, on a le Seigneur, on sait sur qui compter, on sait sur qui pleurer quand ça ne va pas. Donc, je voulais juste préciser, mais bon, j'ai bien compris votre témoignage aussi. Mais c'est vrai que c'est très dur que même ceux qui sont bien installés, qui se croient bien assises du jour au lendemain, bien sûr. C'est vrai qu'on peut se retrouver dans la rue. Bien sûr. Merci. On peut se retrouver dans la rue, donc c'est vrai que c'est très difficile. Je comprends quelqu'un dans la rue, ça je comprends.
Ça, c'est sûr. Et c'est vraiment, vraiment très dur, surtout avec des enfants en bas âge. Parce que l'État n'a pas de pitié, hein. Pardon de dire ça, mais c'est vrai que des fois, ils n'ont pas de pitié. C'est pas Dieu qui agit dans notre vie. Là, je comprends ceux qui n'ont pas Dieu. Ça, c'est sûr. En tout cas, merci pour votre témoignage. Je pense que ça a dû édifier plus d'une personne. Que le Seigneur soit béni pour tout ce qu'il a fait. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Ok. Eh bien, soyez bénis, c'est bien. Amen. Allez, bonsoir. Au revoir. Au revoir. Voilà. Donc, on se rend compte effectivement que la parole de Dieu est vraie et que quand on lui fait confiance, le Seigneur intervient toujours. Il nous laisse pas tomber. Donc, faut pas se décourager et faut, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en soit, toujours rester attaché à ce que Dieu veut et non pas user de moyens frauduleux. Chancelvi, je crois qu'on devait terminer l'émission sur les contacts ou les aides, les associations vers lesquelles on peut se tourner quand on a des difficultés au niveau du logement. Oui, effectivement, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des personnes mal logées. Mais c'est vrai que je voudrais aussi me tourner auprès des personnes qui sont sans domicile fixe. Parce que c'est vrai que c'est des personnes qui sont sans revenus et qui peuvent pas forcément engager en fait une procédure pour avoir droit en fait à un logement. Cependant, sachant aussi que actuellement l'hiver approche, c'est vrai que beaucoup passent par le 115, comme on l'a dit tout à l'heure, pour pouvoir avoir de l'aide. Mais cependant, il faut savoir aussi que les personnes peuvent en fait, comme on a dit, se tourner vers des associations. Et il existe également des centres d'accueil de jour comme des centres d'accueil de nuit. Des centres d'hébergement d'urgence où les personnes en fait pour les centres d'accueil de jour peuvent aller ne fût-ce que boire, manger, prendre une collation, laver leurs vêtements également. Et parfois aussi, dans ces centres d'accueil, on les aide en fait à pouvoir avoir en fait une réinsertion sociale. Donc, on les aide à pouvoir chercher en fait du travail où vraiment on leur donne des conseils. Donc ça, il faut pas hésiter en fait à se tourner de soi-même en fait vers ces centres d'accueil, que ce soit de jour ou de nuit. Au niveau des centres d'urgence, c'est vrai qu'elles sont plus ouvertes la nuit, ce qui permet d'avoir en fait une place pour pouvoir dormir et surtout pendant la période d'hiver, en fait, il y en a pas mal qui sont ouverts. On a parlé aussi des associations que je pourrais citer, dont l'Emmaüs, en fait, de solidarité, qui permettent justement de pouvoir vous mettre en contact, en fait, avec certains centres d'accueil. Donc, c'est pas que passer par le 115, car c'est vrai que c'est pas évident. Il y a aussi le Secours catholique, le Secours populaire qui aide. Il y a aussi l'Armée du Salut. Et après, en ce qui concerne les conseils, il y a le foyer de Notre-Dame des sans-abri, donc sachant que c'est des associations qui se trouvent partout, que ce soit en Île-de-France ou ailleurs. Également au niveau des centres d'hébergement, au niveau des Emmaüs, je sais qu'il y en a pas mal en Île-de-France. Et pour finir, en fait, ce serait rapidement présenter aussi le DAL au niveau de ses actions et comment y accéder, où aller, si c'est par téléphone ou quoi. Donc voilà. Merci, Chancelvi. Alors, le DAL, c'est une association, c'est l'association Droit au logement, donc DAL, DAL, et donc qui a son siège en fait à Paris. Et c'est une association qui est née, qui existe depuis 23 ans, 1990. Et donc qui aide les personnes sans abri ou mal logées à pouvoir avoir accès au logement. Alors, il y a plusieurs actions qui sont menées par le DAL, hein, mais c'est principalement, on va dire, des actions collectives qui sont menées. Actuellement, le DAL organise des manifestations, c'est-à-dire qu'il y a des sittings qui sont organisés sur la place de la République à Paris
Donc, c'est des actions collectives, c'est-à-dire que toutes les personnes qui sont concernées par un problème de logement et qui sont adhérentes à l'association, pour adhérer, il n'y a pas de conditions particulières, hein. Il faut présenter certains documents et régler une cotisation annuelle de 20 euros. Et donc, le DAL se charge donc de porter les cas de ces personnes qui rencontrent des problèmes de logement et également, on va dire, un des interlocuteurs en matière de logement auprès des pouvoirs publics. Alors, les actions du DAL, je peux dire que ces actions, elles permettent à beaucoup de personnes, elles ont permis à beaucoup de personnes d'accéder au logement, et le DAL fait partie de ces associations qui ont œuvré pour la mise en œuvre pour l'application en fait de ce droit DALO dont on parle, là, le droit au logement opposable. Donc c'est des actions qui sont menées régulièrement. C'est un des interlocuteurs auprès des pouvoirs publics. Alors donc pour adhérer, être dans des conditions une situation de logement difficile, mal logé, sans abri, et régler une cotisation, il n'y a pas d'autres critères particuliers. C'est vraiment se retrouve dans un cas difficile. Et le DAL vit donc des cotisations, fonctionne avec les cotisations des adhérents, et organise régulièrement les lundi après-midi, mercredi après-midi et samedi après-midi des permanences juridiques. Donc, il y a plusieurs avocats, on se relaie, donc à une permanence par mois. Les avocats arrivent à une des permanences dans la semaine et donnent des consultations en fait gratuites. Voilà, et c'est vraiment une association qui est, je ne sais pas si vous avez vu ces derniers temps à la télévision, c'est une association qui est connue et qui œuvre vraiment aux côtés des personnes mal logées ou sans abri. Alors, moi, j'interviens auprès du DAL. Hein. Je suis une des avocates de cette association. Et l'adhésion, elle est libre. Hein. Elle est libre. Il n'y a pas de restriction, mais il faut simplement avoir des problèmes de logement. Le DAL n'a pas de logement en lui-même, hein. C'est-à-dire que quand on a des problèmes de logement, on vient, le DAL va aider, orienter, mais ne dispose pas de logement, c'est-à-dire ne loge pas les personnes en difficulté, mais met tout en œuvre pour entrer en contact avec les préfectures, avec les préfets, avec les maires, les mairies, avec les assistantes sociales, les bailleurs sociaux. Le DAL essaie de contacter, de rentrer en contact avec ces personnes-là afin d'aider ceux qui ont des difficultés. Ok, très bien. Eh bien, je crois que nous arrivons à la fin de notre émission. Que le Seigneur soit béni pour tout ce qui a pu être dit. Merci, Maître Cassie, pour votre présence et pour toutes les informations qu'on a pu obtenir donc pendant cette émission. Nous arrivons tout simplement à la fin. Donc, vous retrouverez donc cette émission sur le site de TV de Vie, bien sûr. Il sera mis en ligne d'ici peu de temps. Et sinon, voilà. Et sachez aussi que donc vous aurez une autre émission d'être une voix pour les sans-voix, donc dans 2 semaines, mercredi toujours, à 20h30. Nous essaierons d'être à l'heure, par la grâce de Dieu. Et donc voilà. Est-ce qu'il y a une dernière personne qui veut? Non. D'accord, très bien. C'était un faux signal. Bon, eh bien, merci à tous pour votre fidélité aux ondes de TV de Vie et de Radio de Vie. Que le Seigneur vous garde dans sa paix et qu'il nous permette toujours de lui faire confiance et de croire en sa fidélité
en toutes choses. Au nom de Jésus. Passez une très bonne soirée et soyez bénis. Au revoir.